Avec nous ce matin, Daniel Zaidani, ancien président du conseil départemental, et il est également donc conseiller départemental de Pamandzi. Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour, monsieur André. Merci donc d'être avec nous ce matin. Le président du conseil départemental a eu un malaise samedi et ce qui a nécessité une évacuation sanitaire vers La Réunion. On n'a pas eu d'informations sur sa santé depuis. Selon vous, c'est de l'ordre de l'intimité ou est-ce que les Mahorais doivent être informés car c'est une personnalité publique et une personnalité qui a la responsabilité du territoire? Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à souhaiter un bon rétablissement à notre président. Vous savez, c'est important d'être en bonne santé lorsqu'on dirige la collectivité départementale. Cela nécessite de dépenser beaucoup d'énergie pour gérer la totalité de ces dossiers. Je sais de quoi je parle, puisque je l'ai été quand même pendant 4 ans. Comme vous, j'ai appris à travers les médias que le président aurait été, parce que le conditionnel est de rigueur, aurait été évacué sanitairement sur La Réunion. Il a bénéficié d'un EVASAN afin de faire face à ce qui semblerait être un AVC. En ce qui me concerne, et comme vous, je suppose, nous attendions un communiqué de la part du président ou de ses services ou de son cabinet afin de rassurer la population parce que, effectivement, depuis samedi, les rumeurs les plus folles sur son état de santé courent dans les rues de Mamoudzou. Et donc, à partir de là, oui, une personnalité politique telle que le président du conseil départemental, la plus grande collectivité de l'île, donc un de nos représentants les plus éminents de ce territoire, son état de santé, ce qui lui arrive, n'est plus d'ordre privé. À partir du moment où on accède à ce type de responsabilité, les mauvaises comme les bonnes nouvelles font partie de l'ordre public. Et il est important, en pareille situation, de diffuser un communiqué sans pour autant rentrer dans le cadre intime et privé de la nature de son état de santé. Mais je pense qu'il y a une nécessité au moins de dresser les grandes lignes. Est-ce qu'il a été évassané par le CHM? Est-ce qu'il a réellement eu un AVC? Bon, apparemment, selon certaines sources non officielles, il semblerait qu'il aille bien et qu'il se repose. Mais je crois quand même que cela nécessiterait un communiqué parce qu'on ne peut pas se satisfaire des on-dit. Alors, il y a quelques semaines, on a eu également ces difficultés, ces problèmes de communication lorsque le président du conseil départemental et 9 directeurs étaient placés en garde à vue, puis 5 d'entre eux ont été mis en examen. Il y a nécessité, selon vous, que la communication se réorganise au niveau du conseil départemental, justement pour rassurer, comme vous l'avez dit, ou pour aussi sortir de ces éventuelles rumeurs qui auraient pu circuler ces derniers temps? On ne peut pas, au sein du conseil départemental, une institution telle que celle-là, cultiver l'omerta du silence. Aujourd'hui, il est évident que au sein de ce conseil départemental, on cultive le silence, la non-communication. C'est extrêmement pénible, même pour nous les conseillers, puisque nous ne savons rien de ce qui se passe autour du président. Effectivement, il y a quelques semaines, il a fait l'objet de garde à vue, etc., d'une mise en examen. J'aurais pensé qu'en pareille situation, il aurait été opportun, là aussi, qu'une communication se fasse. Peut-être pas forcément par lui directement, mais par le cabinet, ou par les avocats, ou même par les élus de la majorité. Mais comme vous le savez, déjà, les élus de la majorité fuient tous les plateaux médiatiques. D'ailleurs, vous aviez invité le chef de la majorité qui a à peine évoqué le sujet, se concentrant plutôt sur d'autres activités du Conseil général. Bon, c'est un choix, mais c'est un choix regrettable pour la population parce qu'au final, encore une fois, nous n'avons eu droit
dans cette période difficile qu'à la communication du procureur. Ce n'est pas suffisant pour la population. Alors, avec l'absence de la première vice-présidente, Madame Soufou, depuis quelques mois, et du président Swabadine Ibrahim Ramadani, le deuxième vice-président du conseil départemental, Issoufi Hadj Mooko, devrait logiquement prendre en main les affaires du département jusqu'au retour du président. Est-ce que c'est cela qui va se passer ou il peut se passer autre chose? Vous savez, c'est très difficile de répondre à cette question dans la mesure où, concrètement, on ne sait pas ce qu'a le président. C'est ça la réalité. Et au final, c'est vrai qu'on ne sait pas non plus comment le Conseil général va s'organiser. Vous l'avez rappelé, la première vice-présidente, ça fait plus d'1 an qu'elle a disparu des circuits. J'avais d'ailleurs évoqué cette question lors d'une séance plénière. Bon, là encore une fois, aucune communication sur les raisons de son absence sur le territoire depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, c'est le président du Conseil général qui est apparemment à La Réunion. On ne sait pas pour combien de temps. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a une vacance du pouvoir et je ne pense pas que la responsabilité puisse, dans le temps, se faire à distance. Il y a une nécessité d'être au conseil départemental pour prendre des décisions. Donc, de facto, par ordre hiérarchique, j'aurais tendance à dire que ce serait donc le deuxième vice-président, à savoir Hadj Mooko, qui devrait prendre des responsabilités. Mais là, encore une fois, tout dépend du président, de son état de santé et concrètement de la durée de son absence. Selon certaines sources, encore une fois, non confirmées et non officielles, son absence devrait être de très courte durée, puisque finalement, c'est pas concrètement un AVC qu'il aurait eu, mais plutôt un malaise. Donc là, il a été pris entre de bonnes mains, il se repose, il devrait revenir prochainement, mais encore une fois, c'est vraiment aberrant qu'à ce niveau de responsabilité, le cabinet, notamment, et les élus de la majorité préfèrent garder le silence derrière sa santé, comme si on avait concrètement quelque chose à cacher. Alors, en tout cas, Hadj Mooko, que nous avons appelé, semblait ne pas avoir été au courant de ce qui s'était passé. Ce sont les journalistes qui ont appris par ailleurs l'évacuation du président du conseil départemental à La Réunion. Comment du coup va être gérée la médiation entre les agents du service de transport maritime qui entrent en grève demain, si rien n'est fait jusqu'à ce soir, en tout cas, si aucune solution n'est trouvée? Une grève au STM risque d'engendrer beaucoup de problèmes. On disait tout à l'heure, Fatima Soufou qui est absente du territoire, le président qui est pour l'instant également hors du territoire. C'est le DGS qui va gérer la médiation avec les grévistes? Bon, en général, en pareille situation, lorsque un préavis de grève se présente à l'exécutif, de manière générale, c'est d'abord l'administration qui intervient afin de voir de quelle manière elle va pouvoir répondre aux différentes doléances. À ma connaissance, les négociations ont commencé depuis jeudi dernier et elles sont en bonne voie. Donc, il est tout à fait possible et envisageable que demain, il n'y ait pas de grève. Néanmoins, je tiens quand même à rappeler que, au-delà des problèmes des indemnités qui ne seraient pas payées, des heures supplémentaires qui ne seraient pas prises en compte, comme par exemple lorsque les agents arrivent à 4h30 pour prendre leur service et commencer les rotations à 5h30, il semblerait qu'on ne tient compte que de l'heure de 5h30. Bon, donc ils voient bien qu'ils perdent 1 heure dans les heures. Bon. Mais néanmoins, une grande inquiétude commence à se manifester, puisque à travers le toilettage qui a été présenté par le sénateur Tani et le président du Conseil général, institutionnelle, oui. On découvre qu'il a été inscrit dans ce toilettage que le service du STM sera dorénavant géré, fera l'objet d'une co-gestion entre les services de l'État et du conseil départemental. Donc, d'une certaine manière, c'est une perte de contrôle de la part du conseil général sur le STM. Et encore une fois, cela n'a pas fait l'objet d'échanges auprès du service concerné et de ses agents, comme auprès des élus du conseil départemental.
c'est encore une méthode de travail qui ne convient pas, parce qu'on ne peut pas, comme cela, prétendre à vouloir plus de régionalisation sur le territoire et, dans le même temps, se débarrasser de ses compétences, comme celle du port notamment. C'était aussi l'événement du week-end, les 10 ans de la consultation pour la départementalisation de Mayotte et les 8 ans du statut de département voulu par 95,2% des électeurs. Mais dès le 31 mars 2011, l'Assemblée plénière ne s'était pas tenue faute de quorum. Hier, 8 ans après, les élus ont été chahutés par des membres du collectif. La départementalisation mise en cause, les élus et une partie de la population ne font pas le même bilan. Est-ce que vous avez eu cette même lecture hier quand vous avez vu ce qui s'est passé à Place de la République? Je crois que beaucoup d'erreurs ont été commises ce week-end. Fêter la consultation du 29 mars 2009 est une bonne chose, puisqu'effectivement, c'est cette consultation qui a permis de voir Mayotte se transformer en collectivité unique, département et région, le 31 mars 2011. Néanmoins, on peut regretter que ce qui s'est passé, c'est d'abord un problème de méthode. Vouloir organiser un séminaire, un chengué et un congrès, donc vous voyez bien que nous sommes quand même dans la pratique de la fête à travers le traditionnel, chengué, congrès. C'est très traditionnel et cela, ce sont des processus qui sont maîtrisés par un certain nombre de personnes qui n'ont pas forcément été associées. Vous savez, pendant les 4 ans de ma présidence, nous avons organisé régulièrement la fête de la départementalisation, que ce soit à Mayotte, à La Réunion ou à Marseille, en métropole. Donc, à partir de là, le chengué, nous le faisions, le congrès, nous le faisions et le séminaire, nous le faisions. Force de constater que cela n'a pas été appréhendé de la même manière et forcément, lorsque vous ne mettez pas le paquet sur le séminaire en associant tous les institutionnels et les politiques pour s'exprimer, parce que c'est le lieu où réellement les politiques peuvent s'exprimer, mais plutôt de décaler les orations, les allocutions des élus au Congrès était une erreur. Parce que le Congrès, c'est plutôt à vocation populaire, où finalement les uns et les autres peuvent s'exprimer et finalement donner quelques directives aux élus afin qu'ils puissent mieux appréhender leur job tout au long de l'année. Or, ici, ce sont plutôt les politiques qui ont voulu s'exprimer, mais il faut le dire qu'ils s'expriment dans un contexte particulier. Mais sur le fond, Daniel Zaïdani, puisque c'est ça aussi qui a été critiqué par le collectif, sur ce bilan de la départementalisation, on a l'impression qu'il y a réellement 2 lectures différentes, écoutez, celle de la population et celle des élus. Moi, ce que je regrette de ce qui s'est passé dimanche, en premier lieu, c'est la réaction des 2 sénateurs. Je suis désolé de le dire, sénateur Tani et sénateur Hassan Abdallah, vous n'avez pas été à la hauteur de vos fonctions. Pourquoi vous dites ça? Ils n'ont pas été à la hauteur de leurs fonctions parce qu'ils ont cédé face à la pression. La pression, je sais ce que c'est. Vous savez, moi-même, j'ai subi beaucoup de pression en 4 ans. Il y a même des agriculteurs qui sont venus et qui m'ont renversé de la fiente de volaille. Oui. De la fiente sur moi. Et pour autant, j'ai pas pété les plombs et j'ai pas perdu mon sang-froid en public. J'ai su me contenir. Et aujourd'hui, je suis désolé, on ne peut pas manquer de respect à des mamans, à des papas qui sont exaspérés ils sont exaspérés par ce qui se passe à Mayotte. Savez-vous que dans le même temps où le congrès se tenait sur la place de la République, comme chaque dimanche, il y avait un regroupement de clandestins qui faisaient des ventes à la sauvette. Et là, encore une fois, les autorités n'ont pas agi comme chaque dimanche. Et ça, c'était devant ces femmes qui sont battues pour la départementalisation. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que le sénateur Tani n'est pas passé pendant 3 mois voir les femmes qui étaient devant la préfecture. Eh ben, hier, elles étaient face à lui. Donc, et de la même manière, lorsqu'il fait une conférence de presse avec les 2 procureurs pour expliquer que s'il y a de l'immigration clandestine à Mayotte, c'est parce que les Mahorais, encore une fois, sont responsables de cette immigration dans la mesure où c'est elles qui les logent et qui les font travailler. C'est encore une fois oublier que la départementalisation, c'est d'abord une montée en puissance des droits sociaux qui tarde à venir et c'est aussi le constat que la préfecture de Mayotte régularise de manière
indécente les clandestins sur ce territoire. C'est ça la réalité et c'est ça qui a été exprimé. Il doit le comprendre, il doit savoir se contenir. Et le sénateur Hassan Abdallah, je dirais que c'est un sénateur qui a de l'expérience de terrain et qui pour autant, à force d'être tellement d'accord avec le sénateur Tani, l'a encouragé et a continué dans la lancée du sénateur. C'est regrettable. Même si elles ont été maladroites, nos mamans et nos papas, cela reste nos parents et on leur doit du respect. Merci beaucoup, Daniel Zaïdani, d'avoir été l'invité de Zakwili ce matin.